Donc, toujours dans les anémies hémolytiques, pour les causes extracorpusculaires, ils peuvent être infectieuses ou mécaniques, infectieuses surtout par le paludisme, les septicémies à Clostridium perfringens, le cytomégalovirus, les virus de l'hépatite C, de l'herpès simplex type 1 et 2, ou la rubéole ou le toxoplasmose. Pour ce qui est des causes mécaniques, on peut avoir les l'hémangiome, le syndrome de Kawasaki-Merritt, les syndromes hémolytiques urémiques congénitaux, les purpura thrombotiques ou thrombocytopéniques congénitaux. On en vient à la composantes qui sont les causes centrales. Donc, les causes centrales qui sont définies par une anémie avec une baisse des taux de réticulocytes, qui sont élevés à 5%. On peut avoir les anomalies, les anémies congénitales, à savoir la maladie de Black-Von-Diamond, qui est une absence de précurseur érythroblastique dans la moelle osseuse. Les autres lignées myéloïdes sont indemnes. Il y a une anémie macrocytaire ou normocytaire. Et souvent, il est associé à un syndrome polymalformatif qui est fait d'une microcéphalie, d'une fente palatine, des anomalies oculaires et des déformations du pouce ou du pouls-pied palmé. Diapo. On peut aussi avoir l'anémie de qui est un trouble autosomique récessif qui atteint les progéniteurs médulaires, une atteinte progressive de toutes les lignées hématopoïétiques, souvent associée à aussi un syndrome informatif qui est fait de microcéphalie, de microphthalmie, d'hypoplasie ou du radius et des. On a aussi le bus et une anémie diagnostic posé par le myélographe qui va montrer une vacuolisation des précurseurs érythroïdes et une anomalie de la fonction exocrine du pancréas. Diapo. Donc, on peut aussi avoir des causes infectieuses d'origine centrale avec une infection au parvovirus B19, à l'herpès simplex ou au Epstein-Barr virus, des causes d'origine nutritionnelle avec souvent des carences en fer, en folate, en vitamine B12 ou en vitamine E, ou une mère carencée végétarienne ou une prématurité, une alimentation au lait de chèvre. On peut aussi avoir des envahissements médulaires, à savoir une leucémie ou une tumeur. Donc, il y a aussi la spécificité, c'est l'anémie du prématuré. Il faut savoir que l'anémie du nouveau-né prématuré, le nouveau-né prématuré est constitutionnellement lié à un défaut de régénération transitoire des globules rouges. Elle est multifactorielle. Elle est liée en partie au défaut de production médulaire par déficit en érythropoïétine. Il faut savoir que l'érythropoïétine sérique, les facteurs de croissance essentiels à l'érythropoïèse, est anormalement basse chez le nouveau-né prématuré lors du premier mois de vie. Et cette insuffisance d'érythropoïétine peut s'expliquer par sa production insuffisante du fait de la prématurité, mais aussi à une élimination augmentée au cours de la vie fœtale et jusqu'à terme. Donc, l'anémie physiologique du prématuré peut rapidement s'installer. Et les érythrocytes sont fragiles et les réserves en fer sont insuffisantes, en sachant que les réserves en fer se font dans le 3e trimestre de la grossesse. Donc, ici, on a essayé de représenter dans ce diagramme l'évolution du taux d'hémoglobine qui est inversement proportionnelle par rapport à la gestationnelle. Donc, il faut voir que pendant la première semaine de vie, plus la gestationnelle est bas, plus le taux d'hémoglobine aussi, il est bas, plus la prématurité est grande. Par exemple, une prématurité à 1200 grammes, plus le taux d'hémoglobine est bas à 15 grammes par rapport à un nouveau-né à terme qui peut avoir un taux d'hémoglobine qui avoisine les 17-18 grammes. Diapo. Donc, nous en venons au traitement avec les buts qui sont de corriger l'anémie, de traiter la cause, d'éviter de traiter les complications et de faire la prévention des récidives. Pour les moyens, c'est les moyens classiques de réanimation avec les 4 voies, la voie veineuse, l'oxygénothérapie, le scope et le monitorage, l'utilisation de cristalloïdes et le remplissage avec la transfusion de sang compatible. Diapo. Donc, les moyens médicaux, c'est l'érythropoïétine qui est donnée à 750 unités par kilo et le fer qui est donné à 2 à 5 mg kilo par jour. Et les autres moyens qui sont l'utilisation de la vitamine K, la photothérapie, l'exsanguinotransfusion, les corticoïdes et la greffe de moelle et l'antibiothérapie. Diapo. Donc, pour ce qui est des indications, d'abord, le premier cas de l'anémie qui est mal tolérée à la naissance, il faut savoir que c'est une urgence thérapeutique et diagnostique, l'hospitalisation avec mise en condition oxygénothérapie et ventilation s'il y a une indication, et une réanimation hémodynamique s'il y a des signes de choc de fer
un bolus de 20 ml/kg de SSI, le temps d'avoir du sang et de faire une transfusion sanguine en urgence à raison de 2 ml/kg en 3 à 4 heures avec s'il y a une non-disponibilité du sang compatible, transfuser du sang juste négatif et de faire un bilan sanguin avant la pause de la transfusion, à savoir une numération, un groupage et un test de Coombs et le taux de réticulocytes et un frottis s'il y a une indication. Diapo. Donc, toujours dans les indications, il faut savoir qu'il y a une particularité chez le nouveau-né en ce qui concerne la pratique transfusionnelle. Il faut savoir que la transfusion en néonatologie est largement étudiée et les directives transfusionnelles tiennent compte de plusieurs facteurs, notamment le taux d'hémoglobine, de l'hématocrite, de l'âge gestationnel à la naissance, de l'âge postnatal, la rapidité de l'installation de l'anémie et sa tolérance. Donc, l'indication est formelle en cas d'hémorragie ou d'instabilité hémodynamique. Cependant, les seuils de transfusion restent controversés. Diapo. Donc, dans ce tableau, nous avons essayé de récapituler les seuils transfusionnels chez le nouveau-né selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé de 2015. Il faut savoir qu'ils disent avant le 7e jour de vie, il faudra transfuser si le taux d'hémoglobine est inférieur à 11 grammes, si le nouveau-né est en ventilation assistée ou avec un support ventilatoire. Il faudra transfuser si il a un taux d'hémoglobine inférieur à 10 grammes, si le nouveau-né est en ventilation spontanée ou nécessitant un support ventilatoire non invasif. Et après 7 jours de vie, il faudra transfuser si le taux d'hémoglobine est inférieur à 10 grammes d'hémoglobine, si le nouveau-né est en ventilation assistée ou un support ventilatoire invasif. Et il faudra transfuser si le taux d'hémoglobine est de 8 grammes d'hémoglobine chez un nouveau-né en ventilation spontanée. Diapo. Donc, lorsque l'indication transfusionnelle est posée, déjà, il faudra respecter les indications. Si l'indication de transfusion est posée, il y a des règles de bonne pratique qui doivent être respectées chez le nouveau-né en termes d'asepsie, de compatibilité des groupes sanguins et des règles de traçabilité du produit transfusé. Donc, le sang compatible à transfuser chez le nouveau-né doit prendre en compte à la fois le groupage de la mère et celui de l'enfant. Donc, le tableau suivant récapitule le groupage, le groupe sanguin du sang à transfuser en fonction du groupe sanguin de l'enfant et de la mère, qui sont donnés si l'enfant est du groupe O, A ou AB. Et si le groupe sanguin de la mère est inconnu, il faudra donner du groupe sanguin O. Diapo. On peut aussi avoir recours à l'exsanguinotransfusion, surtout dans les cas d'hémolyse, dans les anémies hémolytiques avec des ictères avec des taux de bilirubine très élevés. Donc, on pourra faire l'exsanguinotransfusion avec un échange de 2 à 3 fois la masse sanguine et indiquée dans la maladie hémolytique néonatale. Elle permet l'épuration du champ du nouveau-né des anticorps maternels responsables de l'hémolyse et une correction rapide de l'anémie néonatale majeure. On peut aussi avoir recours à l'érythropoïétine, qui est un traitement efficace de l'anémie du prématuré. Elle permet de diminuer le nombre de transfusions et elle est administrée à la dose de 50 unités kilo 3 fois par semaine. Diapo. Donc, nous en venons au traitement préventif. Il faut savoir que les stratégies préventives visant à réduire les transfusions se basent essentiellement sur le clampage retardé du cordon, qui est recommandé de plus de au moins 3 minutes, et la limitation des prélèvements sanguins en privilégiant les microméthodes et la réalisation de bilan initial